Nicole Bott est une passionnée. Dans son domaine, 7 générations se succèdent depuis 1835. Alors quand des touristes viennent déambuler dans les dédales de sa cave, c'est un peu de l'histoire de sa famille qu'elle raconte à travers l'histoire des vins d'Alsace. Le Loyola est l'ancêtre de la bouteille. Et les vignerons, ils buvaient comme ça au Loyola. Le domaine accueille des visiteurs 7 jours sur 7, de quoi repartir avec des souvenirs plein la tête et des bouteilles dans ses valises. Plus de 50% des ventes sont réalisées en vente directe. Le transport en 1700 se faisait exclusivement par voie fluviale. Les viticulteurs qui sont installés là-dessus, bien sûr, ils ont toujours très soif, donc on peut voir, ils ont toujours la petite bouteille. Nicole a soif de transmettre son savoir-faire et son amour du vin alsacien. Alors au domaine, elle s'investit et organise balades et dégustations. On organise des balades gourmandes dans la cave, on fait appel à un restaurateur qui nous sert des petits plats. Le plat principal se prend à table qui se trouve ici, qui est dans une ambiance de Noël. Et ce sont des moments assez magiques, assez chaleureux. Et les gens sont très, très heureux de savoir d'où vient le vin, qui a fait le vin. Ils veulent connaître, ils veulent mettre un visage sur les producteurs. Quand ils rentrent chez eux, ils se rappellent les bons moments qu'ils ont passés à la cave et la vente se fait toute seule. Revenir à la source pour comprendre d'où vient le vin et comment il est fait, c'est la tendance du moment. Le no-tourisme a séduit 3 millions de visiteurs en Alsace l'an dernier, ce qui place le territoire sur le podium français, juste derrière Bordeaux et la Champagne. Afin de développer l'offre, professionnels du vin, de la gastronomie et du tourisme se sont donné rendez-vous hier aux assises de l'onotourisme. Quand on va visiter un vignoble, on veut savoir où on mange, où on dort. Et aussi, il y a tout l'enjeu de la mobilité. Par exemple, visiter un vignoble, ça veut dire que peut-être il va y avoir une navette ou un bus qui va vous y amener. Mais ça veut dire aussi que si vous voulez vous déplacer en famille, il faut trouver aussi une occupation pour les enfants. Donc c'est tous les acteurs du tourisme qui aujourd'hui se réunissent, échangent, réfléchissent, trouvent des idées. Les idées fusent, il faut dire que l'enjeu est de taille. Objectif, faire et refaire découvrir le territoire aux touristes alsaciens, français et étrangers. L'an passé, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros. Une manne économique donc. Mais les touristes ne se contentent pas des vignes et des caves. Ils poursuivent parfois leur visite dans des musées ou des parcs animaliers. Avec ses 170 km de route des vins d'Alsace, le secteur a encore de nombreuses cartes à jouer pour se développer pleinement dans la région. L'heure était au démontage des piquets de balisage ce dimanche à la station de la Bressonnec. Une fin de saison sous un soleil radieux et des températures plus qu'agréables pour ces derniers skieurs venus profiter des 26 pistes encore ouvertes sur les 33 que compte le domaine. J'ai une résidence dans les Vosges et donc je profite de tous ces magnifiques moments. 400 km de la maison, c'est inuit de trouver une station comme ça où il y a encore de la neige, encore presque début avril. Ça va, météorologique bonne, après la neige forcément on est en fin de saison donc c'est pas top mais bon. Fait avec. Mais il y a des avantages, il n'y a pas grand monde. Exactement. Et il y a du calme. C'est les vacances, donc voilà, on vient s'aérer de la région parisienne. Et là donc vous venez marcher sur des pistes de ski? Oui, tout à fait. Vous vouliez pas prendre une paire de skis? Non, à notre âge non, c'est fini. Avec 100 jours d'ouverture depuis fin décembre, environ 370 000 journées skieurs enregistrées, des conditions météorologiques plutôt favorables, la station a fait le plein cet hiver. Selon l'office de tourisme de la commune, le taux d'hébergement a dépassé 90% en février, atteignant même 100% lors de la 3e semaine des vacances scolaires. Une bonne fréquentation due notamment aux derniers investissements de la station en matière de neige de culture. On a renforcé, modernisé notre outil de production de neige de culture. Ça nous a permis d'ouvrir domaine skiable dès le samedi matin des vacances de Noël et de proposer un produit qui était somme toute intéressant pour les clients. Donc là, on est très content de cet investissement. On a vraiment démontré cet hiver, c'est le 2e hiver qu'on travaille avec, mais cet hiver, on a vraiment démontré que c'était nécessaire pour la station et qu'il ne fallait pas s'arrêter. Les investissements dans la neige de culture, c'est quelque chose qui doit être récurrent tous les ans. Pour la station, une saison chasse l'autre, place désormais aux animations estivales. Les vélos vont bientôt remplacer les skis, le bike park rouvrira le 4 mai et la Schlitt Mountain pour les vacances de Pâques début avril. Mais en attendant, on se détend. Atterrissage réussi pour l'exposition Hergé, une vie, une œuvre au pays des 3 frontières.
Pendant 9 mois, le château de Malbrouck célèbre les 90 ans de Tintin. Avec ses aventures universelles, le petit reporter a traversé le siècle sans en perdre une note. Tintin peut nous raconter l'histoire et la géographie de nos territoires et notre histoire. Et être ici au cœur de l'Europe, sur la terre de Robert Schuman, je crois qu'on pourrait raconter Tintin au pays des trois frontières. Un album qui ne sortira jamais, car le décès d'Hergé, en 1983, a mis un terme aux aventures de Tintin. Hergé, au moins tout le monde a respecté le principe qu'après Hergé, pas d'album, pas de nouveautés, etc. Sur notre travail, ça passe par les films, les documentaires, les expositions, les événements. Notre travail, en effet, c'est de attirer l'attention de tout le monde. Cette exposition, c'est parfait. Elle fait la part belle à Tintin, mais au fil des salles de cette rétrospective, l'intrépide journaliste s'efface pour laisser découvrir son créateur. Les visiteurs sont entièrement transportés dans l'univers d'Hergé. Devant sa table à dessin, on le devine même plancher sur de futurs périples. S'il a créé Tintin à son image, le dessinateur dévoile à Malbrouck ses autres facettes. L'humanisme d'Hergé, de son vrai nom Georges Prosper Rémy, transparaît dans les 24 albums de Tintin, parus entre 1929 et 1986. Encore aujourd'hui, les aventures de Tintin font voyager petits et grands. Chaque année, ce sont entre 3 et 5 millions d'albums vendus à travers le monde, un bon présage pour cette exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre. Il aura fallu près de 3 semaines pour reconstituer le chaudron du prince de Lavaux, un processus rapide grâce à l'impression 3D. L'objet est fait de résine plastique et a ensuite été retravaillé et patiné par la main de l'homme. Le but, se rapprocher le plus possible de l'aspect du bronze d'origine. On a utilisé une résine chargée de poudre de bronze pour finalement retrouver un aspect assez naturel du métal qu'on vient frotter donc finalement pour mettre à jour cette particule de bronze qui va nous donner vraiment cet aspect métallique. C'est l'entreprise SNBR qui a effectué cette restitution, spécialisée dans les travaux de maçonnerie, de sculpture et de taille de pierre pour la restauration du patrimoine. Elle a acquis cette machine d'impression 3D il y a 2 ans. Le chaudron était une commande inédite pour eux. On est venu nous voir parce qu'on avait des robots. On nous a demandé si on pouvait faire la copie de ce chaudron. Et nos robots, ça ne correspondait pas du tout au travail, donc on a proposé plutôt de l'imprimer. On veut développer ce travail de conservation d'objets. Et là, pour nous, c'était vraiment du pain béni, quoi. On veut le faire, quoi. Les archéologues avaient fourni de nombreuses modélisations et données scientifiques, des radiographies et des photos du modèle original. Les volumes et les détails réels ont ainsi été entièrement restitués. On a eu un vrai défi quant à la fabrication, donc à la décision des différentes technologies pour une question de délai, une question de rigidité et d'obtention des détails. Et la partie d'application des patines, car normalement ce genre de procédé, résine plus poudre de bronze, se fait à la coulée. Donc on a vraiment adapté des connaissances un petit peu particulières de manière indépendante à la confection du chaudron. Le chaudron va donc prendre place au cœur de l'exposition Arc et Aube, aux côtés du torque, le collier en or massif du prince de Lavaux. Le chaudron il a toute sa place dans l'exposition. On estime aujourd'hui qu'il fait presque 350 litres de capacité. Et ce chaudron, on sait qu'il était rempli de vin rouge, sans doute importé de Marseille ou d'Étrurie. Et donc, il a servi lors de grandes cérémonies, des grands banquets. Je suis très impressionné et ému parce que le chaudron, en fait, on est resté plusieurs mois dessus pendant la fouille à le dégager patiemment. Et puis, on était face à un objet très déformé, très corrodé, très fragmenté. Et ici, c'est la première fois où on se rend compte de son volume réel, en fait. Ça confirme ce qu'on pensait au moment de la fouille, que c'est vraiment une pièce maîtresse dans la pratique du banquet chez l'élite celtique locale. Le chaudron sera visible par le grand public dès ce mardi 2 avril. C'est le projet de toute une vie. Jean-Paul Maire est issu d'une lignée de forestiers. Lui a pourtant choisi d'approcher la filière bois d'une autre manière. Voilà 29 ans que la scierie de la Friselle a ouvert ses portes sur ce site à Rouvres-la-Chétive, non loin de Neufchâteau. L'entreprise familiale a aujourd'hui doublé de volume et emploie 3 salariés. Avec un chiffre d'affaires de 700 000 € par an, elle est la seule scierie installée dans la plaine des Vosges à faire des découpes sur mesure.
Je pense que c'est la passion qui prime surtout, et puis bien sûr le travail, parce que je suis une personne de parole, et quand je donne des délais aux clients, je me débrouille à ce que les délais soient respectés. Et pourtant, le parcours de cet entrepreneur n'a pas toujours été facile. Il y a 10 ans, un après-midi de janvier, Jean-Paul a perdu son bras droit dans un accident du travail. J'étais en train de nettoyer la bande transporteuse que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai eu le coup de pas de chance, de fatalité. J'ai glissé en reculant de cette bande et en glissant j'ai fait le grand écart et ma main a été happée par la bande transporteuse. Ça fait que mon bras a été pris complètement dedans. Donc après j'ai eu l'esprit de survie. Je me suis tenu l'épaule et puis j'ai tourné tout mon corps autour du bras pour le casser. Et puis après, j'ai terminé l'affaire, si on peut dire, avec mon canif. Et puis j'ai un transporteur qui est venu m'aider, qui était en train de décharger les grumes. Jean-Paul porte désormais une prothèse, mais n'a pas abandonné son poste pour autant. Il manie toujours le chariot de découpe, aménagé spécialement. On a le système de coulisseau pour justement que j'ai pas de problème au niveau des cervicales. Sinon, je suis toujours obligé de travailler en biais. Le crochet qui me va très bien. J'ai juste, parce qu'avec le bras là, je peux faire que 2 mouvements, aller et en reculant. Pour conduire une grue, il faut obligatoirement les 2 mains pour la piloter. Donc là, j'appuie comme ça, la grue descend, et je tire dans l'autre côté et elle remonte. Malgré la passion qui l'anime pour son travail, voilà 2 ans que ce chef d'entreprise souhaiterait partir à la retraite, mais ne trouve personne pour reprendre la scierie. Aujourd'hui, il lance un appel. On a une activité qui est soutenue, on a toujours fait 39 heures, on n'est jamais passé aux 35. On est comme beaucoup de chefs d'entreprise, il y a certains débuts de semaine qui sont durs, mais on arrive en fin de semaine, on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on a à faire. Donc le potentiel existe, le chiffre d'affaires est là, il y a des possibilités d'extension. Le gérant s'engage à accompagner toute personne intéressée au moins 6 mois après la reprise de l'affaire. Un coup de pouce renforcé également par les aides des collectivités, car la scierie est placée en zone rurale prioritaire. Viendra ensuite une retraite bien méritée pour ce sexagénaire qui a déjà de nombreux projets. S'occuper de sa famille bien sûr, et pourquoi pas se remettre au cyclisme.